Bonjour, bonsoir à tous, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce pod. Bienvenue sur la chaîne de Yapilma, c'est moi. Et nous allons, ce pod portera sur un sujet bien particulier, qui parle d'une période un peu en dents de scie selon certains fans. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux invités avec lesquels nous allons partager nos visions du catch pendant la période 2010-2020. Et sur ce, je les laisse se présenter. Messieurs, présentez-vous. Je vais commencer puisque la minorité, aux aider monsieur, aux aider, OMG. Eh ben, c'est moi, Magnus moi, vieil homme, rempli de sagesse normalement, mais fera peut-être un peu preuve de mauvaise foi ce soir ou cette journée en fonction de quand vous écoutez. Et ben moi c'est Messia, 21 ans, et c'est déjà trop. Merci pour cette magnifique présentation, Messiah. Très intéressant. Bon, sur ce, on va commencer. Je serai en quelque sorte le maître des cérémonies. Nos deux intervenants, ils auront probablement beaucoup de choses à dire. Pas vrai Magnus, pas vrai Messiah. Je pense qu'on va bien parler, bien dériver. Du coup, pour commencer, je vais je vais parler d'une superstar en particulier, qui pour moi semble être c'est vraiment une réussite durant cette période. Et vous l'avez dans le mille, c'est Brock Lesnar. Oh putain. Brock Lesnar, pour toi, c'est une réussite de 2010, des années 2010, donc de 2010 jusqu'à 2020. Exactement. Parce que Lesnar, non seulement il revient en grande pompe en 2012 pour directement affronter Cena, certes il perd, mais il est quand même présenté comme une menace, ainsi que dans ses autres feuds. Il casse le bras de Triple H à SummerSlam aussi. Après, je regardais pas trop le catch à cette période, mais il avait quand même certaines feuds. Mais ce qui est à retenir, c'est surtout à partir de 2014, où il met fin à la streak de l'Undertaker, et comme si ça ne suffisait pas, il explose littéralement Cena pour devenir champion WWE, et c'est pas rien quoi. Cena n'a jamais connu une telle humiliation, et la suite on la connaît à peu près, et ça ne fera qu'imposer Lesnar comme méga star de la WWE. Ça on ne pourra pas dire le contraire, peu importe ce qu'on peut penser du catcheur en lui-même. Donc pour toi, c'est la grande... De tous les gens de cette époque-là, même à la WWE, j'aurais pas forcément dit son nom. C'est indubitablement pour moi un retour gagnant. Exactement. Mais il est consolidé. Enfin, pour moi, c'est pas nécessairement une réussite du WWE, parce que dans Star Power, il l'a consolidé en dehors en fait. Ouais, moi aussi je voulais dire ça. Quand il a fait sa pause pour devenir footballeur américain, je crois que c'est avec les Vikings. Et ensuite, quand il a fait son UFC, pour moi, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment consolidé son Star Power. Son retour à la WWE était bien évidemment bienvenu pour les fans. Il a été très bien booké, puis ensuite, il a été la grande menace générale de la WWE sur cette période-là. Mais pour moi, c'est pas le grand succès WWE de ces 10 années-là. Je dirais même que c'est même pas la meilleure version de Lesnar, tu vois. La meilleure version de Lesnar, on l'a à peine eu là contre le Tribal Chief. Ça je suis d'accord, oui. Donc du coup, c'est vraiment un bon coup. Non, franchement, ça fait partie des bons coups de la WWE et ça fait partie des bons coups de Lesnar. Et très franchement, je croyais pas en son retour. Hein. À l'époque. Moi je savais à peine qui c'était pour te dire quand il est arrivé, donc bon. Ça fait partie de ce genre. Moi, je le jouais à Here Brings the Pain, je crois. Here Comes the Pain. Et en fait, ouais, c'est un des points. C'est une décennie sombre pour la WWE. On va déjà mettre les bases. 2010-2020 est une décennie sombre pour la WWE. Disons que de 2010 à 2015, c'est quasiment de la descente. Et après, c'est de la dent de scie, et on va dire que maintenant que Triple H est là, tant que notre ami Vince McMahon reste au moins, ça va remonter.
Et ce que je veux dire, c'est qu'on on est dans une décennie où on suit ce qu'on a appelé la deuxième ou troisième âge d'or pour la WWE. C'est-à-dire que les années 80 avec WrestleMania, définitivement, Vince McMahon fait un gros gap. Ouais. Ensuite, les années 90, c'est une décennie de catch grâce à la concurrence. La WWE est sur le point de mourir et c'est là où on voit l'importance des opportunités, du storytelling. Le Montreal Screwjob, et je le dirai 25 000 milliards de fois s'il le faut, sauve la WWE. Le fait que Vince McMahon endosse le même rôle que Bishop, mais le fasse en mieux, vraiment, et grâce à cet événement-là, sauve la WWE et ça leur donne, sur la fin de cette ère-là, un premier âge d'or. Et la décennie 2000, elle est complètement folle. Alors oui, à la fin, la décennie 2000, ça commence à être, on va dire, un peu nul, Bah ouais, ça démarre mal, oui. malgré une explosion, on va dire, planétaire. Parce que, pareil, le catch, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, dans les années 90, si vous voulez voir du catch, il fallait voir ça sur RTL 9, je crois. Sur Canal aussi, non? Ou sur Canal aussi, ouais. Mais enfin voilà, c'était vraiment confiné. Dans les années 2000, c'est NT1, on essaye de vendre des merch partout dans le monde, les jeux explosent aussi parce que les jeux d'avant de la WWE, tu sais qu'ils existent, tu vois, mais c'est pas des grosses ventes. Je pense que tous les gens de ma décennie qui devaient être soit à l'école, soit au collège, soit au lycée dans les années 2000, tu vois, c'est les premiers à avoir massivement acheté des jeux de catch. Mais ça se termine parce que, alors certains diront, c'est l'échec de ECW. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est que Vince McMahon doit à sa femme, après toutes les conneries qu'il a faites, tu vois, doit à sa femme de réaliser ses rêves, parce qu'il a mis des années à sacrifier ses propres rêves, tu vois. Et donc, son rêve à elle, c'était d'être sénatrice, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que la PG era vient, parce que du coup, on va essayer de lisser la compagnie du mec de la future sénatrice, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui peut-être commence ce début de la fin. Donc on arrive on est comme ça, et 2010-2020, franchement, c'est ça, c'est du sombre. De 2015 à 2020, on a des dents de scie. Et Brock Lesnar est définitivement un bon atout, même si des fois on n'a pas supporté son absence, mais son absence faisait aussi Bah qu'il oui, était un des rares champions. Ouais, mais oui, ça c'était apportait le vraiment côté attractif, quoi. côté attractif, le côté titre enfin respecté. Parce qu'on rappelle que c'est dans cette décennie-là, on a eu tendance à faire match, rematch, le booking en pile ou face sur les victoires. On va jouer un titre, la veille d'un pay-per-view, le titre change de main, on le joue dans le pay-per-view, le titre change de main, et puis le relendemain à Raw, on rejoue le titre, et il rechange de main. Enfin voilà quoi, bonjour Kevin Owens, c'est le titre et le titre américain avec Chris Jericho, quoi, qui est presque ça. Enfin, donc du coup, c'est une décennie, moi je dirais sombre pour la WWE, clairement, on va passer sur cette base-là. Et Brock Lesnar est définitivement une lumière dedans. Maintenant, ça n'est pas le plus grand succès dans cette décennie de la WWE. Je ne pense absolument pas. Je suis pas forcément d'accord sur l'avis sur les années 2010 comme période sombre, mais je vois ton point. Du coup, Messiah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, déjà que ça a pas mal digressé, hein, voilà. Non, c'est pas, je suis gros, je graisse, force. Ouais, non mais d'accord, moi aussi je suis obèse, c'est pas pour autant ça, bref. Donc la question initiale, parce que bon, faut bien revenir dessus, hein, c'est Brock Lesnar, une année réussie des années 2010, c'est ça? Ouais. Ok, alors, pour moi, ce n'est pas une réussite, tout simplement parce que Brock Lesnar, c'est pas un mec des années 2010. Le mec, il a débarqué, on était en Oh. 2002, je crois. Ouais, mais c'est là qu'il a vraiment percé, quoi. Mec, déjà, bon, il était pas mal, il avait fait son nom déjà à l'époque à l'Ohio Valley, hein, justement, dans un rare match contre, à l'époque de Leviathan, Batista. Et déjà, dans les années 2000, il a débarqué en 2000, je crois que c'était en 2002, où il a tué littéralement, quasiment Spike Dudley. Il est arrivé, manager de Paul Heyman, le mec d'ECW. Il arrive contre The Rock à se lancer dans le combat. Il lui dégomme sa mère. Il gagne le titre. Faut que j'arrête de parler fort. Voilà, c'est. Brock Lesnar, c'est surtout. Vu qu'il a commencé en 2002, pour moi, c'est une réussite des années
2000. Et c'est pas une petite réussite, hein. Champion du monde, il a gagné un Royal Rumble, Des feuds de bâtard contre l'Undertaker, des matchs très sanglants contre l'Undertaker, des trucs contre le Rock aussi. Bon, c'est en 2005 ou 2006, je crois, je sais plus, dans un match de merde contre Goldberg. Bon, ça, c'est la faute de Goldberg. Mais en soi, pour moi, Lesnar, c'est une réussite des années 2000. Alors oui, son retour en 2012, il a été impactant. Et on peut dire que c'est une réussite des années 2010, hein, de 2010 à 2019. Mais pour moi, Lesnar en lui-même, c'est pas une réussite des années 2010. Parce que il n'a pas été des années 2010 comme certains catcheurs dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Voilà, c'est le mec avait, en plus, bon, il avait déjà mis sa carrière à l'UFC. On peut le dire, hein, c'est surtout son star power à l'UFC où il a été champion, il a battu des gros noms, il a fait un carnage à l'UFC. C'est aussi pour ça quand même que son retour est en mode oh putain, oh c'est incroyable. Oh les champions de l'UFC, il est de retour, oh putain. Et en plus c'est un NC de la WWE, c'est un NC champion du monde, bordel de merde. Oh la vache. Je pense qu'à mon avis, si Lesnar était revenu en 2012, juste avec son background WWE, ça aurait été cool, hein, mais ça aurait peut-être eu un niveau Bobby Lashley. Et encore lui, Bobby Lashley, il n'avait pas eu le titre à l'époque. Bon, il était champion OCW et champion US à l'époque, mais c'est tout, sinon tout le monde s'en battait les couilles. Je pense que Brock Lesnar, il doit son succès surtout grâce à l'UFC à son retour. Ça pourrait être tout ce que j'allais dire sur ce sujet. Ouais, pas faux, pas faux. Après, Lesnar est une réussite des années 2000, ok, mais énorme au niveau des années 2010. Bon, j'ai des doutes sur le fait que, certes, c'était une tête d'affiche dans les années 2000, mais le fait que ça soit une grosse star de la sphère catch comme Fureur, Cena et The Rock, j'ai des doutes quand même. Après, c'est vrai qu'il n'est pas resté longtemps, mais Après, voilà. c'est vrai que bon, il a quand même fait des trucs de fou furieux dans les années 2010. Hein. Ouais. On a dit, il a tabassé Cena, il a tabassé Triple H, il a tabassé Taker, il a tabassé le gros chien, il a tabassé tout le monde. Ouais, c'est là qu'il est le plus ressorti en fait durant cette Il période. y a quasiment personne qui ne l'a pas battu. Voilà, Je crois qu'il a battu absolument tout le roster. exactement. Bon, il n'a pas eu des matchs contre, je sais pas moi, des matchs qui on peut citer contre Adam Rose. Et on sort le fier, c'est Adam Rose. Qui est Adam Rose? Qui se souvient d'Adam Rose? Bref, oui, voilà, forcément. Ouais, il y a un truc fantastique, Adam Rose, arrêtez. Ouais, bon, il avait une troupe de troubadours à la limite. Même moi, je peux faire ça, j'arrive. J'ai des potes derrière, et ils sont payés au lance-pierre. Venez, on va faire la fête. Quand tu te rends compte que son gimmick avait été rendu PG pour la WWE, parce que c'était pas tout à fait l'idée initiale qu'il avait. Enfin bon, Bref. peut-être pas le faire avec MeToo. Mais sinon, oui, enfin après, bon, pour moi, c'est pas une réussite des années 2010, mais je comprends qu'on puisse dire ça quand même, parce que il a eu une carrière assez folle après son retour, après WrestleMania 28. Bon, ben, après, on peut critiquer Lesnar sur son côté part-timer, mais on peut quand même le remercier pour les masterclass qu'il a sortis. Maintenant, on va avancer. Du coup, je laisse un d'entre vous proposer un événement ou quoi que ce soit qui puisse qui ait marqué les années 2010. Ouais. Moi, je vais en marquer la même année, en 2012. Simplement le fait de transformer NXT en un vrai show. Un peu école certes, mais un vrai show. Parce que, mine de rien, je sais que c'est ce qui a fait revenir pas mal de gens vers la WWE. Moi en partie. Hein. Oui, j'avais en tête aussi, ouais. Et on se rappelle que ça a permis, alors c'était des gens qui avaient réussi avant, bien évidemment, hein, c'est un show école, mais la majorité des gars avaient quand même eu un peu de boulot avant, on va dire. Mais c'est ce qui nous a fourni le Shield, c'est ce qui nous a fourni les 4 Horsewomen, c'est ce qui nous a mis aux États-Unis Cana, c'est ce qui nous a vraiment vendu le WWE Network. Et c'est ce qui a aussi permis
à Triple H plus tard, la décennie suivante, mais plus tard d'avoir les gars et la crédibilité pour faire un show en fait. Donc pour moi clairement, alors je suis d'accord hein, pour certains qui vont dire oui parce qu'il y a pas mal de gars indie qui ont été pris à la place de on forme des talents depuis le début. C'est complètement vrai. Hein. Mais Ouais, mais après, c'est pas ça le problème en soi. Hein. mais très franchement, pour moi, c'est la réussite d'un point de vue retour d'une audience, on va dire, peut-être pas plus hardcore, mais je veux dire plus traditionnaliste ou qui voulait des trucs un peu plus fous. Ou certains diront que c'était ce qu'on voulait que la ECW soit, par exemple. Voilà, quoi, pour moi, c'est un bon truc. Après, je connais déjà le bémol qu'on va me donner, donc je le donne immédiatement. Oui, je sais que, par exemple, ça n'a pas eu un grand succès mainstream. Parce que c'est clair qu'il y a des gars qui étaient adulés à NXT, ils sont arrivés à Exactement. SmackDown, et le public a dit Ouh. Ou bien ils chantaient NXT sans savoir qui c'était. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Oui, après, je suis d'accord avec ton point, Magnus, que à partir du moment où NXT est devenu autre chose que Interville, ça a mieux marché, en effet. Et le fait de ramener des stars indie, ben, c'est pas tant un problème que ça. Il faut quand même des mecs d'expérience pour alimenter le show. Mais il faut pas non plus oublier qu'il y a des gens au PC qui attendent leur opportunité et qui sont probablement prêts. Moi, ce que je reprochais à NXT, bon, surtout à la fin des années 2010, c'est la tendance à ne prendre que des mecs indie à l'appel qui ont un gros bagage indie de plus de 35 ans. Mais sinon, en dehors de ça, oui, NXT, ça a vraiment été un gros succès permettant de ramener une certaine audience. Et au début, qui respectait quand même le côté développement malgré tout, même si ce fut un peu moins le cas à la fin, et actuellement ils reviennent sur les bases et c'est très bien. C'est drôle qu'à la fin ils aient dû faire NXT UK pour refaire du développement quoi. Ouais. Enfin bon. Mais ça y est, ton avis là-dessus sur NXT? Allez, il est pas content. Bah, honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est vrai que ça depuis pas quand même NXT. Même en 2010-2011, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, ils sont quand même eux-mêmes, quand c'était l'époque Atari en tout cas, il y avait quand même des trucs de bâtards. Hein. Bon, il y en a eu un seul. Voilà. Jericho Bryan, voilà. Et la Nexus. Voilà, bon. Ah Moi, oui, j'ai oui, aussi. compris la hype Nexus. C'est des années après que j'ai commencé le catch, parce que j'ai commencé en 2017. Au début, je me suis dit, mais les Barrett, les Daniel Bryan, les David Otunga, Husky, mes couilles, on s'en bat les couilles. Mais quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu, à me faire une meilleure expérience catch, je me suis dit, ce moment-là, où on voit Barrett et tous les membres de la Nexus débarquer pour littéralement démonter la gueule de tout le monde, je me suis dit, ah oui, putain. Un truc de fou furieux, ça. Parce que c'était, littéralement, c'était des mecs, on appelle ça des rookies, des bleus, ils arrivent devant, je crois le match c'était Punk Cena. Exactement. Voilà, et les mecs, ils arrivent, ils défoncent le ring, ils défoncent les mecs, ils défoncent les commentateurs. Ils défoncent tout. T'es pas censé toucher les commentateurs. Les mecs, ils arrivent, ils vous disent, c'est nous qui prenons le contrôle maintenant. Et crash sur Cena aussi. Des gommes. Cracher sur Cena. Ah, les frissons. En fait, ils ont fait ce que tout le monde rêverait de faire à Cena en fait. C'est quand même incroyable. Les mecs, ils arrivent, ils posent leurs couilles qui font à mon avis la taille de la lune. Ils arrivent, ils disent, c'est nous les boss. Tu veux faire quoi, petite merde? Ça vous rappelle pas C'était imaginable à l'époque. C'était imaginable parce que, surtout, je sais pas si vous vous souveniez du précédent qui me semble est dans la décennie d'avant, si je ne dis pas trop de bêtises, ou juste au début de 2010. C'était la. Comment ça s'appelle? La Pom Pom Boy Squad là. Ah, Spirit Squad. Spirit Squad. Ouais, renvoyé à la ça s'appelle encore la FCW d'ailleurs. À la fin, c'est là où il les renvoie. Parce que dans la mallette, il est écrit dessus. Bah, c'était complètement. C'était le même principe hein, contre DX, sauf que c'était DX qui les a torchés les 5. Ouais, un seul a survécu.
Ou La deux, je sais plus. Suicide Squad, c'est 5 gringalés. Même moi, avec ma tête, je les assomme tous. C'est un Bah oui. gringalet, il y a Dolph Ziggler dedans, OMG. Ziggler, il est devenu stock après avoir quitté Suicide Squad et en étant. Ouais, Bah oui, c'était des Il y a clowns, une ça. perfection, là. Et grâce à Vicky Guerrero qu'il a été mis au-dessus dans Ziggler. Au-dessus de Vicky Guerrero. J'en sais rien, mais. Vicky Guerrero ou Edge? Je préfère pas me poser cette question en fait. On va passer au jeu. Ouais, bref, il faut qu'on avance, les gars. On n'a pas beaucoup de temps, du coup, Messiah, 2012, là. à toi. Comment? À toi de choisir une autre grande win, succès des années 2010. Ah Bah écoute, moi j'avais commencé en 2017 et ça tombe bien. Je crois que c'était justement à l'époque où j'ai commencé à regarder le catch. Ah bah, bonne Il y a eu chance, une hein. réunion d'un certain clan. Je vous laisse deviner lequel. Hein, voilà. Gros chien, architecte, mec un peu complètement niqué de la tête. Voilà. Bon, The Shield. The Shield, Survivor Series 2012, et mec débarque pour défoncer Punk, Ryback et Cena. Bon, bonjour les gars, ça va? Vous voulez un café, quelque chose, une pipe? Non, peut-être? Allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein. On est vos putes, y'a pas de problème. Allez-y, tabassez tout. Il faut quand même en parler de la je sais pas si on peut parler de domination. Si, ouais, l'époque Shield, où t'avais Reigns, le Powerhouse, Ambrose, le mec, il est foufou, et Seth Rollins qui était juste en mode, ouais, je suis bon, je vais faire quoi? Et voilà, donc de 2012 à 2014, ils sont là. La trahison, bien sûr, de Le Rollins. plan B. Voilà, There's Always a Plan B. Et ensuite, c'est la stratosphère pour chacun. Je veux dire, Rollins manque de l'autorité, le meilleur cash-in Money in the Bank de l'histoire de cette putain de fédération. Edge 2006. Edge Junior Revolution rigole. Non, je plaisante, vas-y. Je aussi, mais oui, ça se défend. Les trois ont été champions de WWE à intervalles réguliers. Ouais, on me l'a la même soirée en plus. Il y a eu ça aussi, mais avant ça, bon, il y avait quand même Reigns à Survivor Series en décembre. À WrestleMania, voilà, c'était quand même pas mal. Ambrose, lui, en cachant sur Rollins qui avait battu Reigns pendant Money in the Bank 2016. Quand même, pendant la soirée, on a eu les trois membres du Shield de champion. Ah oui, Il y en a incroyable. qui a été pendant 2 secondes, mais c'est pas grave, c'est quand même arrivé. Le triple menace entre les membres du Shield aussi. Le PPV su. Voilà. Très sous-côté d'ailleurs ce PPV. Dommage. Peut-être, ouais. Je veux dire, enfin. Après, bon, il y a eu leur réunion. Alors, est-ce que leur réunion de 2018, bon, déjà, ça c'était de la merde, hein, c'est du pur fan service. Mais est-ce qu'en 2017, on avait vraiment besoin de réformer le Shield? C'était cool, hein, 2017. Après 2018, c'était la réunion de trop, en effet. Ouais, mais voilà, est-ce que la deuxième réunion n'était pas déjà la réunion de trop? J'ai envie de réunion. Non. Mais en même temps, ça semblait quand même vachement. En vrai, c'est celle de trop, ça fait fan service. Sauf que tu sais clairement que en fait Dean va partir, donc t'as pas le choix. T'es obligé avant qu'il parte de refaire une réunion, quoi. Je parle peut-être de 2017, pas de 2018. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, moi je te parle. 2018, elle nous faire foutre, hein. En plus, on fait un match à la con là en octobre 2018. Un super showdown contre Strowman McIntyre et Dolph Ziggler, où je parlais de chez Rap God. Les chiens de J'avais guerre. envie de péter un câble. J'ai vu le match, je me suis dit, mais putain, vous foutez de notre gueule. Vous nous réunissez le chien pour affronter ces trois gueux. Et mon doigt dans ton cul et tu vas faire la topie. Hein, you split me. Non, je suis pas d'accord. Vous faites une réunion du Shield, fan service, ok, mais vous la faites bien. Arrêtez d'être des cons. Bon, après, si. Il y a eu une réunion du Shield, entre guillemets. Ça a permis un beau moment en 2018. Même un beau moment, c'est un moment qui aurait jamais dû arriver. Hein. Le semi de Roman Reigns avec Ambrose qui, cette fois, lui, trahit le Shield d'une certaine manière. Après, il y a les réunions en 2019, bon, ça, allez vous faire foutre également. Mais, voilà. Je pense honnêtement que les trucs les plus importants qui ont fait du Shield ce que c'est aujourd'hui, c'est les trahisons. Bizarrement, je sais pas pourquoi. C'est la trahison de Rollins. La trahison de Rollins, alors qu'on se disait, bah, c'est Ambrose qui va les trahir. Ouais. C'est lui le fou furieux, c'est lui le lunatique. C'est lui qui va les trahir. Eh non, l'autre avec sa chaise, et fausse route hein. Et il en fout une dans Reigns. Meilleur selling de l'humanité d'ailleurs, beaucoup de chaises. Ouais. Voilà. Mais
Voilà, je pense que The Shield a permis. Je pense honnêtement que la réputation du Shield, ça va être très bizarre de dire ça, mais grâce au Shield, grâce à la trahison qu'a fait Rollins en 2014, qu'il a pu l'élever en tant que superstar solo, entre guillemets, même s'il était managé par Noble et je sais La plus qui, J&J Security. J Security, et avec The Authority. Oh, mon accent, putain. Je pense honnêtement que si en 2018, Seth Rollins, d'ailleurs, il faudrait qu'on parle de lui en solo, si Seth Rollins a pu carry tout le Monday Night Raw pendant toute la putain d'année 2018 et que c'était la seule raison pour laquelle on regardait le show, à mon avis, c'est grâce au début de The Shield et à sa trahison. Je pense honnêtement. Ah Sinon, à mon ben... avis, il aurait été juste une superstar banale. Ah ben j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à tes dires, hein, mais ça, c'est vrai que le Shield, ça a été bénéfique, pas seulement pour Rollins, hein, pour les trois également, surtout au vu de ce qu'ils deviennent aujourd'hui, même si Ambrose un peu moins, mais il a quand même réussi d'une certaine façon. Et Reigns, Il a quand bon, même réussi à avoir sa réputation à EW grâce à Ambrose, justement. voilà, c'est ça. Ce qui est fantastique quand même avec le Shield, c'est que c'est l'une des rares factions où tous les membres ont réussi derrière, quoi. Parce que le nombre de factions où tu te souviens pas des autres gars derrière, t'es en mode. Enfin, je pense à NWO, Nation of Domination. Et encore, NWO, tu te souviens de qui? Nash, Hall, Hogan, Styx. Ben les trois têtes, quoi, avec Même Six. même des Generation X, hein. La plupart des gens se souviennent de la version simplement en binôme. Hein. Ils oublient qu'il y avait Shana, ils oublient qu'il y avait. Et la version binôme, c'était en 2006, quoi, en plus. C'est ça. C'est même pas. Donc, du coup, c'est ça qui est assez extraordinaire, très franchement, pour. C'est pour ça The qu'il faut Shield. créer des factions avec, allez, 3-4 personnes. Il y a Ouais. encore 4 personnes. Je parlais des Horsemen tout à l'heure. Honnêtement, il y en a qui se souviennent que. Je sais plus si c'est Tully Blanchard, je crois. On se rappelle jamais du était, quatrième, en fait. Horsemen. Voilà. Je veux dire, les gens se souviennent peut-être des Anderson. Est-ce que quelqu'un se souvient que Sting a fait partie des Horsemen? Pas du tout. Je crois pas. Moi, je me souviens parce que j'ai vu un extrait où il était banni des Horsemen. Mais sinon, par exemple, les Four Horsemen of NWA, WWL, je sais pas quoi, on se souvient de Ric Flair et à l'extrême limite de Arn Anderson. Et moi, je me souviens de Tully Blanchard parce qu'ils l'ont dit à AEW. Sinon, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vrai que. Les trois, on s'en souvient. Voilà. En plus, ils font partie des rares clans aujourd'hui qui ont quand même duré longtemps, hein, mine de rien. Parce que les clans aujourd'hui, au bout de quelques mois, c'est terminé. Eux, ils ont fait pratiquement 2 ans. C'est là où je parle des années sombres, du coup, en décennie, c'est parce que, effectivement, c'est l'un des rares bookings long terme, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression que Vince McMahon n'est plus capable de. Parce que c'est lui qui se mettait un peu partout, ça a été d'ailleurs expliqué pourquoi est-ce que c'était vraiment chaotique dans la fin de son mandat, là, parce que vraiment, il changeait les trucs et il se souvenait plus de tout ce qui changeait. Mais c'est l'un des rares bookings long terme qui restait. Allez, dédicace, ça fait. Mais voilà, c'est l'un des rares bookings long terme qui a vraiment tenu. Et dans ce booking-là, Roman Reigns, qui, franchement, bah oui, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2022, c'est peut-être le catcheur de l'année, grâce à tout son booking. Mais les années, on a dû se le supporter alors qu'on n'en voulait pas, parce qu'il était mis en tête de gondole et pas à cause de ses attitudes physiques. Je dirais majoritairement. Il est fort méchant. Bah, on voulait le voir méchant, et c'est surtout qu'au mic, il était trop poli, c'est-à-dire qu'il récitait par cœur les merdes qu'on lui écrivait. Et pour. Ouais, non, mais pour moi, ça commençait avec son Hell in a Cell contre Cena, tu vois. Parce que là, Cena a commencé à être vraiment méchant en promo avant. Ça a obligé l'autre à sortir un peu. Et de ce que j'avais compris à l'époque, alors c'était vraiment, je crois, en lisant What Culture ou autre, c'est que Cena lui a dit une promo, c'est simple, hein, tu ne l'apprends pas. Hein. Tu lis les grandes lignes et t'improvises. Et à partir de ce moment-là, où il était un peu méchant contre Cena, je trouve que ça allait de mieux en mieux. Après, moi je me demande vraiment, est-ce que involontairement, là pour le coup c'est involontaire, est-ce qu'involontairement
le fait que McMahon ait foutu Reigns en tant que gros babyface, alors que tout le monde était en mode bah t'as enculé hormis quand il est revenu de sa leucémie, là tout le monde était en mode let's go champion. Est-ce que le fait de lui avoir foutu toutes ces années en tête d'affiche alors que des mecs comme je sais pas, Styles, Rollins, même Ambrose méritaient plus, est-ce que grâce à cette putain de frustration qu'on avait tous en mode putain faites ça un méchant, le fait qu'on le voit devenir un méchant en 2020 en revenant à SummerSlam, c'est pas ce qui nous a permis justement d'être en mode yes à son retour. Oui, Moi, je suis oui, pas- oui, oui, je dirais oui. Pas certain non plus, quoi. C'est Je vrai suis, que... je suis pas franchement certain parce qu'il y a un moment où clairement, je pense que c'est le cas pour tout le monde, on n'attendait vraiment plus rien, quoi. Quand il a été méchant à SummerSlam, j'ai apprécié le fait qu'il soit méchant. Pas de dire ah ça va, il est enfin méchant, tu vois. Non, j'ai apprécié le fait qu'il soit méchant. Je pense tout simplement qu'il a été mal booké et mal coaché pendant des années. Hein. C'est Vince voulait son sida. Ouais, il avait franchement le potentiel, il a montré Ouais, qu'il mais avait tout le après, potentiel. voilà, Et c'est le ça. problème, c'est que sur cette décennie-là, Vince n'a pas su exploiter son potentiel et n'a surtout pas su faire un turn heel. Parce que je rappellerai aux gens, hein, on s'imagine que Cena, il a toujours été face, c'est simple. Ouvrez WWE SmackDown vs Raw 2008 et vous verrez que Cena, que Cena est classé comme heel. Hein. Donc c'est l'année 2007-2008 qu'il le classe officiellement comme face. Et même ces années-là, quand il avait sa gimmick World Ouais. Life, Ouais, il est heel. Ouais, mais ça, c'était au début, c'était pas un moment où on allait spécialement miser sur lui en tant que gros visage de la compagnie, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que en plus Roman Reigns, c'est encore plus infâme parce que j'ai envie de dire, ils ont l'exemple de son cousin, puisqu'il rappelle tout le temps que c'est son cousin. Enfin, je veux dire, le gars il fonctionne pas en face, tu sens qu'il a du potentiel, tu te balances immédiatement en heel. il a fallu ramener son putain de cousin pour lui faire gagner la Rumble 2015 aussi. Vince a réussi à faire huer The Rock à cause de Reigns. Ça c'était pas mal quand même comme moment. Après, de toute façon, tu allais mettre qui à la place de Reigns gagnant du Rumble, c'est ça aussi. Bah les gens voulaient Rousseff. Bon, je sais pas pourquoi Hein ils voulaient Rousseff, mais... ah oui, non mais les gens voulaient Rousseff. Ah. Bon après, est-ce qu'ils voulaient Rousseff parce que c'était le dernier qui restait ou Ouais, je pense ça. parce qu'ils voulaient vraiment Rousseff. Ouais, je pense que c'était parce qu'il restait que lui, en fait. Puis même en 2015, il y avait quand même quelques noms, je crois. Après, contre les stars qui aurait eu. J'avoue. Reigns, quoi. Ouais. Et encore, ça se trouve, il y en a un ou deux si ça avait été bien booké. C'est toujours ça le problème. Non, en vrai, n'importe qui peut aller affronter Lesnar. Si le booking est bon. Hein, voilà, non, parce que bon, tu fous James Ellsworth en mode ah, je suis là et voilà. Contre Lesnar, bon, tout le monde va dire c'est quoi cette merde. Ouais, mais même Ricochet, Lesnar, si Ricochet était résistant, tenait tête à Lesnar, personne n'y croirait, hein, soyons honnêtes. Ouais, mais honnêtement, tu fous un Rey Mysterio, tu le bookes correctement face à Lesnar. Rey Mysterio, il remplit la salle et tout le monde il était en mode let's go Rey. Ouais. C'est déjà arrivé. 2019, le Survivor Series. Ouais. Oui, c'est 2019. Rey Mysterio, bon, il y avait son fils à la con. Putain, Dominique. Ah bah tu vois, Dominique. Clairement, Dominique, que Nick s'en allait. Bah, bonsoir, Star Sourire, et puis au revoir les droits grâce à cette low infringement. Non, Dominique, tu vois, par exemple, c'est clairement ça. C'est le gars, il est booké comme un face. En plus, tu pètes un plomb parce que, genre, NXT, c'est pour les chiens. Donc tu comprends pourquoi est-ce que son père l'a dit en interview, c'est parce qu'il veut faire des matchs avec son fils et qu'il pense qu'il a que 1 ou 2 ans, tu vois. Donc il accélère le processus. Bah pareil, le gars il passe, ils l'ont passé rapidement heel, je dis rapidement, hein, parce que facilement y année. Mais hop, le gars il fonctionne tout de suite, il commence à avoir du charisme, il commence à avoir des trucs, et c'est un truc qu'ils n'ont pas fait avec, Après ça, c'est avec Reigns. Ouais, c'est après, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple. Je sais pas pourquoi est-ce que dans cette décennie-là, Vince McMahon n'a pas osé. Est-ce que c'est parce que, genre, son précédent projet, Chris Masters, avait échoué de cette manière-là est-ce que, franchement, je sais pas. Je sais pas. On saura peut-être jamais. Ouais, bon, on saura possiblement après, le. Voilà. Au niveau du shit, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore Ouais, en soi, ouais, si, on peut. Ouais, quand même. La rivalité Rollins-Ambrose, qui a quand même duré pas mal de temps. Alors, honnêtement, je me souviens pas
énormément des matchs, hormis un Hell in a Cell en 2014, je crois. Ou même non, même pas, en 2015, pour le titre, ou je sais plus quoi. Bon, il y a eu un Hell in a Cell en tout cas. Oh, il y a eu un NSL, il y a eu un Lumberjack qui était excellent d'ailleurs. Voilà, la rivalité Ambrose-Rollins, à l'époque, ça devenait plus diamantaine en vrai. Les gens étaient là, vas-y, Dean, explose-lui sa grosse mère. Les JJ Security qui faisaient bon, les angles comiques. Bon, Kane est devenu la salope du quartier, mais bon, après tout, Kane, ça fait des années déjà qu'on est en mode frérot, tu sers à rien. Voilà. Hein, il n'y a qu'à parler de son règne, son premier règne, de son premier titre. Il a duré 24 heures le truc. Voilà. Donc, déjà, tout à l'heure d'ailleurs, Magnus, tu parlais genre de oui, ces années-là, depuis 2010, le mec il gagne un titre, il le perd le lendemain. Oh putain, le nombre de fois ils l'ont fait dans les années 90. Bah ouais, c'était déjà le cas dans la titulaire. Oui. Je pense à Kane par exemple. Kane, sa mère la pute. Mais vraiment, le mec, on lui a donné un titre, on lui a dit non, je les reprends. Ouais, mais alors pour le coup, dans les années 90, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans les années 90, c'est une ère de concurrence dans laquelle la WWE est plutôt mal. Donc déjà, faire changer un titre te permet entre guillemets d'avoir un léger boost, ce qui est mauvais choix, hein, faisons bien d'accord. Et ensuite, l'autre truc, c'est que bah, t'as des gars qui sont genre, qui ont fait des navettes entre les deux compagnies, donc du coup, si t'es pas sûr de ton gars, si t'es pas sûr de ton machin, bien sûr que tu lui reprends le titre avant, quoi. Ouais, mais comme Donc, la rivalité Kane, Undertaker, ça reste un très mauvais booking pour moi, tu vois. Bah, c'est pour ça que quand les gens me disent ah les années 90 meilleure année du catch parce que Non, c'est nul. Non. Je suis désolé les gars, c'est effectivement des années folles, disons d'un point de vue entertainment, c'est des années folles, tu vois. Vraiment. Il y a des trucs qu'on voit qui sont des dingueries, mais c'est pas nécessairement les meilleures années en termes d'écriture et de catch. Mais concrètement, c'est nul, oui. Il y a pas de meilleures années en fait. C'est selon tes préférences. Il y en a, par exemple, comme moi, ils ont commencé dans les années fin des années début année 2020. Ils se disent, ouais, c'est la meilleure décennie 2010-2020 parce qu'il y a eu des trucs de fou. Et t'en as par exemple, je sais pas, comme toi, Magnus, comme je sais pas, Albé, qui eux vont dire année 2000 peut-être, voire année 95. Voilà, chacun ses préférences. Il n'y a pas une décennie ou une année qui est meilleure que les autres. Bah écoute, je te propose. Les mecs, voilà, il faut en parler dans un prochain truc, faut qu'on avance là. On s'en reparlera là-dessus. On est déjà à 35 minutes, donc voilà. Bref, bon. Ça c'est duré le cours, hein, les podcasts non plus. Ouais, mais il faut pas non plus que ça dure 2 heures, quoi. Ah Bref. non, mais il a raison. Le maître des lieux a raison, mais Allez. t'inquiète. Mais là, on s'entretuera sur une belle décennie. Bref, passons. Autre réussite. Le retour de Goldberg. Allez. Oh, On va lancer les hostilités. Pensez ce que vous voulez, mais voilà. Réussite. Ah, il va te faire foutre. Tu sais quoi, je vais en parler moi-même au début. Je vais cracher ma haine. Voilà. Vas-y, crache. Vas-y, crache. Je vais être très honnête dès le début. Voilà, j'ai commencé le catch en 2017. Pour vous dire, à l'époque, je savais pas que The Rock et Cena avaient été catcheurs. Voilà, donc j'étais une merde à cette époque. Quand j'ai vu le retour, j'ai vu forcément les archives, les top 10 WWE, mes couilles. J'ai vu un mec comme Goldberg qui arrive, qui tabasse Lesnar en moins de 30 secondes. Je me suis dit, wow, Joker, incroyable. Ah, et c'était super ça. Ouais, et puis ensuite j'ai réfléchi, j'ai grandi. Je passais de 15 à 21 ans quand même. Bordel. Et je me suis dit, vos grosses daroches des reines des putes quand même. Non mais parce que bon, déjà Goldberg, tout le monde s'en battait les couilles de lui. Non. Quand il est parti après. Ouais, si, je suis désolé, mais quand il est parti. Ça, c'est quand même incroyable. Le mec est parti en 2005, tout le monde était en mode ouais, on s'en bat les couilles, ferme ta gueule. Voilà. C'était pour Lesnar aussi, c'était pareil. Hein, on se souvient des doigts. Le meilleur moment de leur match, c'est quoi? C'est aussi qu'il leur a fait un stunner à chacun. Bravo, c'était aussi le fort du match. Le mec, il revient en 2016. Je sais pas pourquoi il l'a acclamé. Peut-être parce que c'est un gros nom et les fans, ils sont en mode ouais, les légendes, comme on dit. J'arrête de crier, bordel. Et le mec il revient, il bat Goldberg, il bat Lesnar en 2 secondes. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire honnêtement que tu bats un mec comme Brock fucking Lesnar, tu bats en 30 secondes? Ben ça veut tout simplement dire que c'est la bête noire en fait. C'est la bête noire de Lesnar. Mais ça a décrédibilisé tout le monde, ça a décrédibilisé. Non, ça signifie juste que Lesnar il avait pas de cardio, c'est tout. Ouais. Non seulement Lesnar n'avait pas de cardio, en plus il a sous-estimé Goldberg dès le début. Et en plus Goldberg, bon, il a été présenté comme sa bête noire, du coup logique qu'il le batte.
Et au Rumble, Oui, non, ça a mais- été une belle continuité dans leur feud. Non mais ça veut dire quoi après? Ça veut dire que quand même, Cena a perdu contre un gars qui se prend deux spears et un jackhammer, et il a perdu. Cena devrait avoir honte. Ouais, Justina devrait avoir honte. Je te rappelle qu'on est dans une époque où ça se termine, parce que au moment où était enregistré ce podcast, c'est cet après-midi que se termine cette compétition. Mais on a une époque de Coupe du Monde, tu peux être le meilleur sur le papier et te manger une grosse tôle parce que t'étais pas préparé, quoi. C'est ça. Parce qu'en face, quelqu'un Ouais, avait un sauf plan. que juste après, le mec, bon, il a résisté aux assauts à WrestleMania 37. Bah oui, mais c'est logique. Bah, je veux dire, Goldberg, c'est quand même un homme fort quand même. regarde, tu joues toi-même. Admettons, là, on décide dans 5 minutes de faire, je sais pas, un formidable jeu qui est Garfield Lasagna Racing. Je te fous 3 tôles et je te dis on se remet ça dans 2 semaines. Bien sûr que si c'est diffusé en live dans 2 semaines, tu vas tout faire pour me refoutre 3 tôles dans 2 semaines, quoi. La revanche. Donc pour moi, Je suis meilleur que toi, j'ai pas besoin de. et aussi, voilà. Mais peut-être t'as compris ce que je voulais dire. Le truc, c'est que maintenant, pour Goldberg, bah, sa haine en 2005. Parce que j'ai pas fini. Parce que j'ai pas fini sur Goldberg, hein. La vérité, c'est quoi? C'est que Goldberg, c'est un mec, il peut pas durer plus de 5 minutes dans un match. Et Oui. on l'a vu à chaque fois. Même dans les années avant. Après, quand il durait plus de 5 minutes, qu'est-ce qu'on vient de voir exactement? On peut pas en parler parce que c'est après 2020, je crois. Et par exemple, contre Bobby Lashley, c'était quoi cette merde? Par exemple, dès que Goldberg, c'est un mec, il doit finir ses matchs en moins de 5 minutes. Oui. À chaque fois. C'était ça WCW. Quand il a battu Dallas Page, quand il a battu Nash, quand il a battu Hogan, ses matchs duraient au moins 5 minutes. Bon, Et dès que ces matchs duraient DDP, ça devait être 10 minutes quand même. Ouais, que DDP qui a tenu. Parce que DDP, Mais c'est bien, mais justement, le truc c'est que tu peux pas faire des matchs plus longs, mais tu vois, ça explique justement, ça te donne à ce personnage qui a l'air d'être un monstre une faiblesse. C'est Et ça. donc du coup, c'est ça qui est intéressant pour les fans, c'est qu'ils se disent, Rey Mysterio, pour reprendre le gars que tu sortais tout à l'heure, Rey Mysterio peut battre ce motherfucker s'il dure plus de 5 minutes. Voilà, C'est ça, l'avant à l'usure, c'est ça. Alors c'est peut-être pas très intéressant, on va dire en règle générale, tu vois. Mais tu sais que c'est ce que tu attends d'un gars. Et quand le gars il commence à te dire plus de 5 minutes, par exemple comme un William Regal, et ben là tu te dis, ah, il y a peut-être une chance, tu vois, il y a peut-être un truc. Est-ce que t'as dit Global Booker ou c'est moi? C'est quoi? J'ai l'impression que t'as dit Global Booker, je sais pas pourquoi. Non, j'ai dit juste William Regal, parce que c'est William Regal qui l'a. William Regal. Qu'il a une des premières fois, effectivement, enfin, l'autre il dit bah on va faire un squash match, l'autre il dit bah non, moi j'ai envie de paraître bien à la télé, il dit on va faire un squash match et finalement, Regal l'a gardé de manière technique, donc il n'a pas apprécié. C'est pour ça qu'il s'est fait virer de la WCW après Regal d'ailleurs. Mais moi, moi je suis désolé, mais là je vais tâter Luna parce que tu mérites, mais pour moi Goldberg, il me rappelle Obos en moins grand, mieux de couleur. C'est pas la même chose. Je suis désolé, Obos c'est un mec, il dure plus de 5 Oh minutes, putain. il prend un finisher, il s'est enculé sa mère, hein, 1, 2, 3, oh bah un finisher il est mort alors qu'il a dominé tout le match. Et Goldberg c'est pareil. Bon, Non, mais regarde Omos aussi, normal qu'il gagne en moins de 5 minutes. Il a perdu Goldberg, hein. Non mais alors, moi je vais rebondir maintenant sur Le mec, Goldberg. il s'est pas cassé le crâne. Il a failli tuer Undertaker. Bon, je lui pardonne pas. Il a failli mourir lui-même durant son match contre Undertaker parce qu'il a frappé une porte beaucoup trop fort. On dirait pas quand je me tabasse les murs quand je suis en dépression. Voilà. Et le mec, je suis désolé, 2019 je crois c'était, il a failli tuer le fucking Deadman. Comment tu veux tuer un mec qui est déjà mort? Déjà rien que dans le booking ça marche pas. Mais même dans la vraie vie tu te dis, putain le mec, il a failli lui briser la nuque. Il a fallu lui faire une hostine. Bon, après, ça, c'est autre chose. Hein. Je parlais du retour en lui-même, période de retour. Voilà. Moi, je vais rebondir. Alors, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'en 2005, tout le monde le déteste. Juste qu'il rebondit, ça fait mal. Mais oui, parce que je suis bien lourd. En 2005, la raison est simple. Le mec, il est WCW. Point barre. Le type, il était brandé comme ça. C'était le gros gars, la WCW. Donc, bien évidemment, on a pas un poste de WCW. C'est la WWE qui domine qui a dominé largement, qui a terminé le game, et le mec il est booké pour être détesté. Fin de l'histoire. Il n'y a pas plus. Les fans qui regardent les trois, il était aimé, hein. Ouais, ça a pas duré très longtemps, garçon. Et c'est pareil, c'est. C'est match était à chier, c'est normal que ça a pas duré. Oui, mais parce que. Ouais, mais regarde la construction de ces matchs aussi.
Mais parce que, parce qu'il a plus la même, parce qu'il a plus le même portance derrière. Ce gars-là a besoin d'être full porté par la fédération pour que son truc fonctionne. Je veux dire, en 2002-2003, bien évidemment que tous les Triple H, Bah oui, ils s'en battaient les couilles des Goldberg, quoi. les Stone Cold, Steve Austin et tous ceux qui étaient des grosses figures fidèles de la WWE, ils ont tout poussé pour être devant et qu'ils en avaient rien à foutre de Monsieur Goldberg. Bah oui, ils ne voulaient pas Bien partager évidemment, leur spot avec lui. dans le management, t'allais récompenser ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont fait des sacrifices sur leur salaire, ceux qui sont pas allés voir chez l'ennemi et que tu vas. Voilà, maintenant, tu te retrouves avec de la nostalgie, et avec de la nostalgie 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, bien évidemment que les papis qui avaient vu qui avaient vu les années 90, début 2000, ils sont en mode « Oh, il est de retour, il est machin ». Regarde même Sina, hein. De la nostalgie. Regarde même Sina, hein. Sina, quand il est pas là pendant 9 mois, les gens l'applaudissent dès son retour, le show suivant, ils remettent à dire John Cena sucks, tu vois. Enfin, je veux dire... Non, ça c'est plus un jeu aussi, hein, mais Goldberg, à chacune de ses apparitions, les gens sont contents. Hein. C'est aussi un jeu, mais ce que je veux dire, c'est que Goldberg, oui, Goldberg, ça te rappelle une bonne nouvelle. C'est une bonne époque. Goldberg, tu sais que ça va être aussi un monstre. Dire, ah, on va avoir un gros vieux match de monstres comme on le voyait avant. C'est tout ça que devant Goldberg. Alors le problème, c'est quand tu veux faire de Goldberg un champion en boy, parce que là, ça commence à être un peu plus compliqué, hein, on va dire. Ouais, il a littéralement gâché Raw. Voilà, enfin Raw. Il a gâché. Oui, si, c'était Raw à l'époque quand il y avait le titre universel. Il a gâché Raw. Je suis désolé. Alors, je veux bien que Matt McMahon n'avait pas vraiment confiance en Kevin Owens. Là, une Spear, Jack Hammer, au revoir. Et l'excuse c'est ouais, mais Owens il a été distrait par Jericho. Alors, je suis désolé. Mais si Goldberg, c'est le mec, il gagne avec 2 prises ou 3 maximum parce que l'adversaire est distrait ou est j'ai niqué sa mère comme Lesnar à Survivor Series 2016, un doigt dans le fion et tu fais l'avion parce que c'est de la merde. Bon, en effet, les autres sont distraits, va te faire foutre. Surtout pourquoi un titre universel qui a perdu face à Lesnar à WrestleMania. Et ensuite on a eu quoi? Un règne de plus d'un an où le mec, ou Lesnar du coup, a eu, allez, un seul bon match. Voilà, merci Goldberg. Tu as donné le titre à Lesnar et on a eu un bon match sur 1 an et demi de règne. Non, il en a eu 3 quand même. Enfin, 2 ou 3. Alors, il y a quand même, je veux dire, contre Strowman, les matchs de Lesnar étaient à chier. Oui. Contre Samoa Joe, c'était nul à chier. Contre Roman Reigns, c'était nul à chier. Par contre, le Fort Way, c'était très bien, par contre. Incroyable. Oui, justement, c'est ce que je dis. Le SummerSlam 2017, le Fort Way entre Lesnar, Joe, Strowman et Reigns, c'est le seul bon match qu'a donné le règne de Lesnar. Ben, ça fait 2 du coup. Mais non, c'était quoi le deuxième alors? Ben, le match contre Styles à Survivor Series, justement. Ouais, mais c'était pas un match pour le championnat, c'était juste un champion de champion. Mais oui, sinon, le match était fou. Voilà. Mais sinon, bah, Goldberg il nous a offert un règne de Lesnar. Oui. C'était pourquoi le règne? Pour la nostalgie, juste histoire de dire oh Goldberg est champion. Ben, en plus, le mec a re-eu le titre, c'était en 2020, mais il a re-eu le titre. Tout ça parce que Reigns n'était pas là. Non, même pas. Non, c'était pour faire un match Reigns-Goldberg, mais après, dans l'idée, ça se comprend aussi. Oui, d'accord, bon, Spear vient se suicider, bon, on sait ce que ça a donné ensuite. L'autre, il s'est pris un putain de guillotine. Allez, au revoir. Enfin, même pas au revoir parce qu'il a pas tape, mais il a fait rompiche quoi. Mais ça, c'était 2021, donc on n'en parle pas. Mais sinon, ouais, Goldberg, franchement, c'est pas je m'en bats les couilles, mais il va te faire enculer. Ah, Goldberg, il va devoir en plus en coulisses. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est la vérité? Va savoir, hein. Il y a toujours un mec qui dit si et trop du cul qui dit ça. Bon, mais le mec avait l'air d'être une bien belle salope en coulisses. Hein. Des histoires avec Jericho notamment. Je sais pas si ça a été avéré, je crois que ça a été avéré. Ouais, mais ça remonte aussi. Ouais. Et encore, les deux, ils étaient de WCW. Faut s'entretenir. Oui, non, mais ouais, mais bon, ça c'est une autre histoire après. Ça t'explique, comme c'était, tout ce qui lui est arrivé dans les années 2000. Voilà, c'est ça aussi en partie. Ouais, vraiment. Donc, non, parce que mine de rien, et bon, il faudra faire un autre podcast, à mon avis, un jour sur Triple H. Ouais. Mais ça t'explique pas mal de trucs sur comment est-ce que Vince manage son équipe et comment est-ce que Triple H manage son équipe. Et t'as pas mal de choses à dire justement sur les années 90-2000 qui vont te poser les fondations de ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, le retour de Goldberg, d'un point de vue c'était un retour payant parce que t'avais besoin de Goldberg pour WrestleMania.
Bah faire oui. revenir les petits vieux, qui l'ont montré à leur, qui du coup étaient là avec leurs enfants, et leurs enfants ont eu l'occasion de voir d'autres stars. Donc, pour faire revenir des légendes, c'est quelque chose qui. Bah oui, c'est pas si mal en vrai. Maintenant, ce qui se discute, c'est est-ce que tu fais revenir une légende, alors que tu sais qu'elle va genre faire 4 matchs dans l'année, Oui. pour lui donner un titre. Bah ça se discute. Ouais, ça discute, ouais. Bah, Ça va dépendre de comment est ton bouquin, bouquin. justement. Bah, ça va dépendre de comment est ton booking, justement. C'est ça, ça va dépendre de. Si t'as une ère où tu peux défendre ton titre à n'importe quel show ou de manière random sur des titres majeurs, hein, parce que, excuse-moi, mais pour moi, même le titre féminin, par exemple, c'est un titre majeur, donc tu devrais jamais le faire dans un show. Bah oui, c'est sûr que avoir une légende qui est jamais là pour le titre, ça fait bizarre, tu vois. Maintenant, si tu défends tous tes titres que dans des pay-per-view, bah avoir un gars qui est genre jamais là, qui te fait éventuellement une vieille vidéo à la The Rock pour te donner tout son mépris parce que lui il est une star et qu'il a le bout du monde, tu vois, ça peut être intéressant. Bah, tu vois, on parle de The Rock. The Rock, quand il est revenu en Ah, fin d'année 2000, super. Attends, mais ça y est, on va transitionner. On va parler un peu de la feud Cena The Rock en même temps. Vas-y. Ah, ok, la feud Cena The Rock. Alors, très drôle d'ailleurs, parce que Cena The Rock, le premier match WWE que j'ai vu de ma vie, c'était à l'époque, c'était en novembre 2017, quand j'ai découvert. Alors c'était très drôle parce que je cherchais l'origine du même, and his name is John Cena. Je connaissais rien au catch. Vraiment, j'y connaissais rien. Je savais même pas que Dwayne Johnson, c'était The Rock. À chaque fois, je disais Dwayne The Rock Johnson. Et puis t'es qui? Du coup, j'ai vu le match aux Series 2011 contre House of Truth. Et voilà, j'ai découvert la rivalité sur ça. Mais en soi, en vrai de vrai, la rivalité Rock-Cena, c'est... Alors, on avait en 2012, je me souviens, dans WrestleMania 28, le match fin d'une ère entre Triple H et Undertaker avec Shawn Michaels en arbitre. On parle de lui après, si on a le temps. Et de l'autre côté, t'avais un combat générationnel. Je veux dire, Rock, c'était les années... Je sais plus s'il était là en 80... Je crois qu'il a commencé en 91 ou 90. Je veux dire, The Rock, il a duré depuis quasiment 90 à 2003 avec, quand il est parti à Hollywood. Ah non, The Rock n'a même pas fait longtemps, hein, 97-2002, hein, pratiquement. Ah, 97. Ouais. Je veux dire, quand même, The Rock, il est comme Cena. C'est une putain d'icône du catch d'avant. Et Cena, c'était, en 2012, l'icône du catch actuel. Bon, après, il était de moins en moins aimé par les fans. Parce que Cena Wins, je crois que c'était Cena Wins LOL à l'époque. Ouais. Ça, c'était plus en 2015 après, quand même, avec le titre US. Mais bon, ça a commencé dans les années 2010 avec Cena. Je veux dire, c'était un combat d'icône. Rien que l'affiche, tu me mettais moi à l'époque une affiche, si j'avais découvert le catch à cette époque, Cena versus The Rock, je devais changer de slip. 5 fois, voire 7. Parce que vraiment, c'est peut-être un des plus gros. Déjà au niveau affiche. Ah oui, clairement. Hein. L'une des plus grosses affiches. Et c'est peut-être, j'ai envie de dire, il y avait un peu fort quand même, l'une des meilleures affiches de toute l'histoire de la WWE. Non, mais même quand tu vois les ventes, quand tu vois les ventes que ça a apporté, leur premier match, ça a eu des chiffres records quand même. Comme quoi, c'est ça en fait le plus gros match de catch de tous les temps. Contrairement à Ritz les Stars qu'on a essayé de nous vendre en début d'année, mais bon, on va pas en parler. Ça, c'était clairement le plus grand match de catch de tous les temps, sur le papier. Rentabilité, c'était sur un niveau Austin Rock, un niveau Bret Austin. Non, c'était au-dessus, clairement. Hein. Alors, je sais pas si c'était au-dessus, mais par contre, le chiffre que ça a fait et la hype que ça a eu, fallait voir l'arène. On était à l'époque de WrestleMania 28, l'arène était complètement folle. Quand les deux ils étaient dans le match, tout le monde a pété les plombs. C'est incroyable comme époque. Pour moi, c'est effectivement un match incroyable qui a rapporté beaucoup d'argent et qui a remis un peu de l'aura à cette époque-là du PE. C'est l'une des rares fois, j'ai envie de dire, où ils ont pas écouté les fans, mais où ils ont fait un booking, on va dire, à la fan, tu vois. En gros, genre un dream match dont on avait demandé. Exactement. Maintenant, je pense dont on avait besoin. Je pense que c'est un succès, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ça a pu te donner justement de l'argumentaire derrière et du grain à moudre, notamment pour un certain CM Punk, qui t'expliquait que dans la démarche que les légendes arrivent.
Alors, ça Pipe Bomb, hein, il peut remercier un type avec qui il a travaillé, Samoa Joe, hein, qui avait fait la même à TNA. Mais Allez vous avant, faire foutre pour la paille bombe, pardon, vas-y continue. Ouais, Non, mais il a mais pas des bons joueurs que le Cabana, ça moi Joe. c'est non mais la blague c'est que du coup pour moi ça a vraiment été effectivement une des fois où ils ont vraiment écouté, ils ont su faire le truc. Le second maintenant était-il nécessaire? Je sais pas. Non, C'était pas de service. non. Le problème pour moi, c'est que du coup, ensuite, ils ont raté la même chose entre Cena et Roman Reigns, tout simplement. Et le plus gros problème de tout ça, c'est que vous savez pertinemment, et je le dis là parce que c'est enregistré et que je l'assume et que j'en ai rien à foutre, vous savez pertinemment que ce match-là va nous donner The Rock Roman Reigns à WrestleMania. Voilà. Donc du coup... derrière le fait que tu sois une minorité au cas où on t'attaque, t'inquiète pas. Non mais j'ai pas besoin de me défendre parce que ça a été teasé dans la série du Rock. La série du Rock est censée se passer dans 10 ans, on voit déjà son titre Universal et il y a déjà eu plus que Ouais, des grosses après, rumeurs si comme on quoi dit il des gagne. matchs grâce à une putain de série de merde que deux pectos attardés suceurs de bout de WWE ont vu. Ouais mais tu sais, ouais mais ça se passe, sauf que ça se passe à Hollywood, le prochain WrestleMania, enfin que The Rock que The Rock n'a pas de filming dans son calendrier, qui est bizarrement clean jusque-là, excuse, elle et le planète, elle s'aligne trop bien pour que... Trop de coïncidences d'un coup. Oui, j'avoue, la carte de Ligue 1 elle s'aligne pas aussi bien. Donc du coup, voilà, pour moi le problème c'est que ça va donner ce genre de match-là, peut-être qu'ils seront des matchs générationnels, peut-être que ça va être un autre match générationnel, parce que pour le coup, il faut que The Tribal Chief aujourd'hui sorte par la grande porte. Mais effectivement, c'est Reigns Lesnar. Ça a été un grand match, et pour moi c'est aussi pour ses retombées que ça a été un excellent match, ce qu'il a pu rajouter ensuite. Alors après, le retour de Zorg, la rivalité entre Rock et Cena, quand même, genre, je sais plus trop comment ça avait marché, ça avait commencé à l'époque, mais c'était en mode, je crois, Cena, il traitait limite Rock de part-timer à la con ou de. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, et en fait, voilà. c'est ça dans l'idée, c'est ça. Voilà. Il a dit que lui il se battait tous les jours et toi c'était un part-timer. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup dans la rivalité Cena-Reigns, Reigns a réutilisé texto, hein. Si tu regardes, il a mis sur l'écran ce que disait Cena, tu vois, à The Rock. Il a dit, eh ben maintenant c'est toi, tu vois. Et la semaine suivante, Cena avait répondu à Reigns, et ben tu te rends compte que même en part-timer, je le fais mieux que toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'était le point. Et donc effectivement, c'était ça le point de départ. C'était le coup du allez mais moi je me bats tous les jours et puis les autres c'est un truc hein, je pense que je sais pas si après Sina il a peut-être cette culture là mais je sais pas si c'est vraiment bien inspiré de ce qu'avait fait Samoa Joe, mais c'est vrai que c'est ce qui a été ensuite repris par CM Punk lui-même en parlant des légendes qu'on dépasse droit, c'était vraiment un très bon point de départ quoi. En fait il y a eu quand même la rivalité Rock-Cena, elle a donné des bons et des mauvais. Dans les mauvais, je cite par exemple la perte du titre de Punk au Royal Rumble contre The Rock. Youpi! Pourquoi? Et bon, ça c'est autre chose. Parce que. Mais par contre, le fait que Cena ait perdu et que durant tout le reste de 2012 et jusqu'à WrestleMania 29, on ait eu une histoire de type la rédemption de Cena après avoir perdu contre The Rock, après s'être fait humilier, même s'il avait gagné le match, par Brock Lesnar. Il arrive au Royal Rumble, et je crois qu'il y avait CM Punk qui dominait à ce moment-là pendant le Rumble. Punk faisait le match d'après. Ah, pardon. Oui, mais non. C'est pas Ryback ou une connerie du. Je sais même plus, bref. Ryback est arrivé numéro 30. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, Cena est arrivé dans le match, il a gagné difficilement contre Ryback. Je crois que les gens d'ailleurs voulaient voir Ryback gagner, mais je suis pas sûr. Quelle idée aussi. Après, bon, voilà. Vraiment, l'histoire de la rédemption de Cena, c'est peut-être une de ses meilleures storylines. Ah oui, clairement. Après, bon, un deuxième Rock Cena, on aurait préféré Punk Cena. À la limite, le rematch de Money in the Bank 2011. Ou bien mettre les trois ensemble, ça aurait pas été de refus. Une triple threat avec The Rock qui prend le pin à la limite, pourquoi pas. Mais voilà, je veux dire,
le point noir de la rivalité Rock-Cena, c'est justement la fin de la rivalité. Le fait qu'il y ait eu un deuxième match. Rock aurait juste dû servir justement de déclencheur de l'histoire de la rédemption de Cena. Et de là, aller affronter une deuxième fois, et du coup, le Once in a Lifetime, dans ton Ben, cul, nique-toi, voilà. je sais pas, tu fais Once in a Lifetime. Bon, d'accord, un deuxième match, ce serait de l'argent aussi. Parce que les enfants, et les femmes, surtout les femmes, elles s'en foutent. Mais, je veux dire, vraiment, c'est le seul point noir de cette rivalité. Parce que sinon, les promos en mode rap de Cena à l'époque, qui retourne, qui fait un throwback, comme on dit, avec World Life et ses punchlines un petit peu acerbées, voilà, c'est très cool. The Rock, qui fait un putain de We Will Rock You en Cena Sucks. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a au moins, pas inventé, mais qui a popularisé le Cena Sucks. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une marque d'affection comme le You Suck de Kurt Angle. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment Rocky qui a commencé le Cena Sucks. Enfin, les gens, ils étaient là. Ils ont commencé à faire John Cena Sucks vers 2015-2016. John Cena Et Sucks. voilà, sinon, les Let's Go Cena, Cena Cena Sucks, qui sont des gens iconiques, hein, chez WWE, on peut dire merci Rocky. Voilà. Moi, je me rappelle aussi une promo où The Rock se fout de la gueule d'un fan déguisé en John Cena en parlant de lui comme si c'était John Cena. Les punchlines qu'il balance, c'était très drôle. Avec un enfant, oui, il lui donne un mouchoir. Voilà. J'ai à pleurer, je sais pas si. Ça vaut rien. Le mieux c'était aussi quand il était sur Sten, pas sur le ring, tu vois, et qui avant il dit You can see me, pick up play. Ah oui, ça aussi. Oui. Ah oui, il faisait. Ah non. Ah oui, c'était aussi le fait où il parodiait le rap de Cena aussi. Et il a carrément traité de Fruity Pebble. À l'époque, les gens étaient là. Bon Après, The Rock, bon, voilà. Ouais, c'est The Rock. En même temps, si la rivalité a aussi bien marché, déjà parce que les deux étaient de très bons performeurs, mais c'est des promos gueules. Et vraiment, les mecs, ils te hype une affiche comme jamais. Voilà. Cena est le meilleur pour ça, parce que The Rock est très très bon, hein, mais Cena est au-dessus, c'est tout. Parce que Cena, c'est le mec qui a le plus de vœux à Make-A-Wish, c'est la star préférée des enfants, la star préférée des femmes, de ta femme, de tes gosses, de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Oui, on a compris, on a compris. Mais voilà, et après, voilà, tu mets Cena déjà dans une affiche. Contre Styles, par exemple, c'est banger, mais alors contre The Rock, qui est la star avec Austin des années 95, des années 2000 et tout, au niveau babyface en tout cas, les deux, et je veux dire, The Rock, c'est une icône. C'était icône contre icône. Tu pouvais pas faire mieux à l'époque. Ah oui, clairement. En plus, voilà, c'était Cena, c'était une star de sa génération. The Rock, il va hop, petit. Tu vas aller faire la vaisselle pour moi, tu vas retourner à la cuisine, tu vas te récurer le cul. C'est moi le PG ici. Regarde, les familles McLaren, hop, j'arrive. If you smell, wouhou. Alors que Cena sucks. Voilà. Peut-être que je me capte d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, c'est Cena Rock, banger after banger after banger after banger jusqu'au match de 2013. Ça, c'est comme la définition de donner l'envie aux gens de voir le match. Enfin, c'est ce qui manque un peu, enfin c'est un peu moins présent aujourd'hui parce que bon, il suffit juste, enfin globalement hein, dans le catch mainstream, il suffit juste qu'on te bazarde des affiches même sans aucune construction et les gens sont contents quoi, alors qu'il n'y a même pas cette question de besoin. Et bon, en tout cas, les gens ont compris le game. Je pensais qu'on ne tirait pas sur la AEW. Oh, excusez-moi. On va pas parler de la AEW dans cette vidéo, même si bon, ça méritait quand même, du moins pour le début. On l'a déjà fait. Voilà. Et bon, on a largement dépassé le temps que je prévoyais. Est-ce qu'on pourrait pas juste parler éventuellement de... Non, non. Fait une ou deux victoires féminines, parce qu'on a fait que du masculin. Ouais, ouais. Non, mais je vais encore laisser 20 minutes. On va bazarder un peu ce qui reste pour conclure ce podcast. Vas-y, Mathis. On va pas parler des femmes. Non, bah je suis désolé, on s'en bat les couilles des femmes. C'est quoi les femmes? AJD, Paige, Kathleen? Ça, c'est jusqu'à 2015, mais après... À la limite, si tu veux, on peut parler de AJD face aux divas.
D'accord, mais après t'as la seconde partie. Après, Voilà, tu as l'autre moitié. Et pourtant, Luna sait combien je tire dessus actuellement, mais pourtant t'as Sasha Banks, t'as quand même, Charlotte, tu vas avoir Tana, tu vas avoir le début. Bah, on parle de quoi? On parle de NXT. Parce que là, bon, C'est des succès. Bah, non, mais même elle arrive dans le mainstream. Non, mais pas que NXT. Hein. Y a pas que NXT, hein. C'est quand le premier Rumble féminin? C'est 2018 ou c'est 2017? 2018. 2018, tu vois, t'as quand même, t'as ensuite le Money in the Bank l'année suivante, il me semble, en 2019. que la division féminine. Ouais, mais ça reste dans cette décennie de 2010 en fait. Faut quand même, si tu veux, on va en parler finalement, parce que ça foutre, mais faut quand même comparer parce que là, il y a deux moitiés. Il y a 2010-2015 et 2015 à 2019-2020. C'est ce que je disais tout à l'heure, En 2010-2015, j'en ai vu des conneries dans la vie, et je traîne beaucoup sur Twitter. Et la division féminine, mais toi, c'est de t'arracher les yeux, et de t'arracher les yeux de tes propres yeux. Parce que, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont me gueuler dessus, je pense. Heureusement, on n'est pas sur Twitter. Mais des meufs comme Nikki Bella, Ribella, Oulala. Alicia Fox, bordel de merde. Oulala, l'enfer sur terre. Et d'autres femmes dont je me rappelle plus parce qu'elles étaient insignifiantes, mais c'était pas pour rien qu'on les appelait des divas. Non, mais on est complètement d'accord, mais c'est pour ça que moi c'est un point positif pour les années de 2000-2010. C'est-à-dire que le passage d'abord au superstar et puis progressivement, alors par avancée et par retour, hein, si on veut dire, justement à ce vrai statut de superstar, fait que pour moi c'est aussi un point méga positif quoi. Ouais. Moi je regardais quasiment pas de match féminin avant 2015, hein, on est bien d'accord, avant NXT. Ouais, moi de même, moi. C'était insupportable, hein. T'avais que quand t'avais les deux, là. Bah, si, il y a une game team que j'ai regardé pendant un temps, tout ça pour qu'elle se fasse virer. Mickey James aussi, avant qu'elle se fasse virer aussi. Donc voilà, donc pour moi ça reste un point quand même assez positif, hein. T'as pu le mettre sur la map, et puis t'as des stars qui sont quand même bien construites. Et les stars qui sont construites. Ouais, AJ Lee, Paige ont été les prémices. On pouvait considérer comme une femme, et pas une putain de diva. Parce que comme il disait, le talent, c'est pas sexuellement transmissible. Bon, ok, elle était mariée à Punk. Bon, d'accord. Et je veux dire, bon... Ouais, elle préparait le terrain, quoi, pour la révolution féminine, qui en le quelque savait. sorte. Déjà à l'époque, on croyait qu'elle était marquée à Becky, on croyait qu'elle était marquée à Sina, à Daniel Bryan, à... Kane. Kane. Non mais c'est... Non, ce qui a été raté par contre c'est le fait d'avoir fait gagner Diva sur celle-ci, mais c'était en vengeance parce que c'était le même angle au départ qu'ils voulaient faire. Ils se sont dit ah avec Punk ça a marché, alors on va faire la même. Et en fait ce qu'ils ont merdé c'est que comme Vince aime bien les Bellas, tu vois, au final c'est elle qui l'emporte alors que le vrai booking aurait été qu'elle le perde. Donc elle a eu une option plus 40 sur sa fiche. Mais ce que je veux dire pour moi, c'est vraiment important. La deuxième partie de cette décennie-là est vraiment bonne pour la division féminine. Ce qu'elle fait, son mec il fait quoi? Son mec il est chargé d'NXT. Oui, il a genre tiens, j'ai 4 talents là, maintenant tu vas me les mettre devant quoi. Et de l'autre côté, ils avaient pas eu un truc justement, un ras. Je pense que c'est les fans. Je crois. Oh, si, ils en ont parlé à l'époque. C'était sur internet. Give Diva et Chance. Stop avec ces putains de divas, donnez-nous le niveau qu'on a à NXT par exemple, avec les Banks et Bailey. Mais justement. Hashtag Give Divas et Chance. Oui, voilà, Divas the Chance, voilà. C'est pour ça que t'as eu effectivement aussi. Quand on a changé de titre, c'était avec les L. C'est comme ça qu'on a eu aussi les Alex Chapis. Enfin, pour moi, vraiment, c'est un succès, et c'est un succès d'autant plus important. C'est que bon, aujourd'hui, c'est pas on va dire la division féminine la meilleure du monde, hein, puisque ça restera Stardom. Mais c'est quelque chose qui, managé correctement, peut donner des trucs bien aujourd'hui. Qui connaît Stardom, lol. Vas-y, continue. Moi et d'autres puristes, d'autres mecs qui s'intéressent au catch externe. Oh, je sens une balle perdue. Et Sacha, heureusement que je suis sur Twitter parce que je vois des trucs de
Stardom d'ailleurs, je suis désolé, mais. Et Sasha Banks ne réussira jamais à New Japan. Voilà, ça c'est dit. Ne me cherche pas, Magnus, ne me cherche pas. Mais ouais, honnêtement, moi par contre, il y a un truc que je me demande. Parce qu'en 2015, les gens voulaient give Divas a chance. Voilà, bon, ça a marché. On a eu des Paige, on a eu des Charlotte, on a eu des Becky. On a eu un très bon triple threat de WrestleMania 32. Voilà, il y a eu des grosses réussites. Même les Hell in a Cell avec Banks, tout ça. Même en 2019, hein, Banks, Becky, Hell in a Cell 2019, le match, waouh, je l'aime. Je te rappellerai que pour Becky, par exemple, The Man, c'est 2018-2019. C'est l'époque où Becky Lynch... C'est un putain de botch, d'ailleurs, hein. Merci. Voilà, mais Naya, c'est ce que j'ai déjà dit, hein. Merci Naya, parce que bah, du coup, Lynch, ça lui a mis dans le viseur de la direction. Des femmes. Voilà, je le dis. Non, mais en fait c'est ça qui est drôle, c'est que c'est une compagnie qui a quand même genre une histoire dans laquelle, pour avoir l'air crédible dans le management, t'es capable de performer sous la douleur, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que... Et là, le botch, avec la manière dont Lynch s'est comporté comme un bonhomme derrière, tu vois, c'est lui donner déjà une prestance qu'il a mis dans le bon compteur. Toute son histoire, tout le fait qu'elle a toujours été la quatrième des 4 horsewomen, tu vois, ce qui est extraordinaire quand tu penses qu'aujourd'hui c'est certainement la première, et ça sera intéressant de voir. Non, c'est Bailey la dernière. Ça sera intéressant. Et bon, personne n'est prêt. Bah, aujourd'hui, à l'instant T, j'aurais tendance à dire que c'est Charlotte. Hein, parce que Charlotte n'a pas joué, on n'entend plus trop parler d'elle. On sait qu'elle est sur le retour, mais elle a pris quoi, un an de vacances. On voit qu'elle va devenir très très populaire quand elle va revenir. Mais la blague pour Lynch, et c'est là aussi où pour moi c'est important de parler de cette victoire-là, c'est que c'est un argumentaire que je vais d'ailleurs utiliser sur Twitter parce que c'est vrai, dans la comparaison avec Sasha Banks. Becky Lynch est la première femme de la WWE, et c'est le cas avec ensuite Alexia Bliss, c'est dans cette décennie-là, à être la numéro 1 des ventes de merch garçon comme fille. C'est-à-dire que pendant l'équivalent d'un ou 2 mois, elle est passée devant John motherfucking Cena. Donc, ouais, c'est ça qui est incroyable. Et évidemment que pour moi, oui, c'est important de souligner la division féminine. C'est banco. Tu peux le mettre en tant que femme et en tant qu'homme. C'est juste. Non, mais voilà, tu donnais même la ceinture cruiserweight ce matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup pour un t-shirt de man. Bon, j'ai pas d'argent, mais j'avais pas d'argent à l'époque. Et pour moi, voilà. Et pour moi, c'est la fin de. Pour moi, c'est la. Si j'en avais une. Pour moi, c'est. Ok, pas de king shaming, hein. Mais non, mais pour moi, c'est pour ça que c'est important pour la division féminine, parce que déjà, effectivement, on a enfin des vrais superstars. On a plus de temps d'antenne, alors pas autant qu'on en voudrait, mais on en a franchement plus. Mais on en a beaucoup quand même. Et on en a beaucoup quand même, et surtout. Par exemple. Et surtout, ça a entraîné une période où on va dire, la plupart des gimmicks divas, justement, meurent à la WWE. Meurent, entre guillemets. Meurent, à l'exception, on va dire, bon, modernement comment dire, Mandy, mais elle, c'est son contrat qui l'a tuée, mais ce que je veux dire, c'est que... oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a aussi un truc in-ring, quoi. Mais je veux dire, le simple fait d'être que sur le physique, tu vois, ça a disparu. Et c'est peut-être pour ça aussi que Evans, tu vois, a des problèmes en termes de booking. C'est que on a trop voulu la mettre en pin-up, trop voulu la mettre ensuite en maman Marines, trop voulu... Non, Evans, moi j'aurais même pas réfléchi. Avec son background de Marines, j'aurais tenté d'en faire une Cena féminine. Mais sa gimmick de 2019, ça marchait bien. Quand elle a mixé le côté Lady et Marine, c'était Banco, mais bon, ils n'ont pas capitalisé dessus. C'était Banco, mais ça s'est effondré parce qu'on l'a mal booké et ensuite exactement. Parce que The Man arrive, quoi. Alors après, moi j'ai une question. Alors, oui. Ça va être un peu compliqué à poser quand même, parce que pour réussir à la formuler, est-ce qu'en 2018 on avait eu Evolution? C'était en octobre, je crois. Oui. Pourquoi 2018? Je veux dire, l'évolution, elle a commencé dès 2015. Non. Parce que ça n'intéressait pas les gens à l'époque. Je vais te dire. Non, ça n'a absolument aucun. Non, mais un pay-per-view exclusivement féminin, voilà quoi. Non. Les gens ne se posaient pas la question. Ça a été dit à l'époque. C'est parce que, souvenez-vous, il me semble que c'est plutôt dans l'année qu'on a le premier
pay-per-view en Arabie Saoudite. Et aucune femme n'était tolérée. Et là, Sacha Banks, moi qui crache où je suis dessus, Ah oui, il y avait ce détail-là, a gueulé putain. parce qu'elle a dit comment ça se fait que du coup il y a un que pour les mecs et pas pour les filles. Et du coup, on a fait évolution dans l'arène d'NXT pour compenser en face. C'est pour ça qu'évolution existe. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Ça ça. s'appelait évolution. Initialement, c'était pour faire hommage à l'autre diva qui a fait des harcèlements sexuels sur d'autres filles et qui finalement fait hop, on va mettre ça. La moula et... évolution. Oui, mais après, du coup, bah, je veux dire, pourquoi déjà il n'y a pas eu Women's Evolution 2, par exemple? Ben, il ne pouvait pas, c'est tout. Pourquoi on a attendu, enfin, je vais pas dire pourquoi on a attendu. Moi, je me demande honnêtement si le fait que quelqu'un comme Ronda Rousey a pas été justement de l'argument pour créer ce Evolution. Non. Ben, je trouve qu'en partie, si. L'argument d'Evolution, ils l'ont vraiment dit. Hein. C'est à la suite vraiment du coup de gueule de Sacha Banks et du coup des fans. dit un truc que c'est forcément. Non, c'est pas parce qu'elle dit un truc que c'est forcément vrai, mais je veux dire, quand Sacha Banks a gueulé sur les réseaux sociaux, les fans l'ont suivi, tu vois. Et leur pay-per-view à elle, c'était quoi, comme je dis, c'est oh mince, on va changer les stickers dans l'arène NXT pour faire un pay-per-view. Enfin, je veux dire, ça coûtait rien. Non, mais même les fans de Twitter, voilà quoi, je doute que ça a été un truc suffisant pour convaincre les gens. Hein. Non, mais c'était. Ah, il fallait des grosses têtes d'affiche aussi pour faire vendre le PPV. Non, mais il fallait des grosses têtes d'affiche, mais ce que tu as aussi comme intérêt, c'est des intérêts qui ont convergé. C'est que, c'était pas. L'argument de départ était pas faux. 2, ça te permettait de faire un pay-per-view pas cher. 3, ça te permettait même de sonder des filles dans l'univers indie pour éventuellement les signer à NXT et ensuite à WWE. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est une telle convergence de bonnes idées, de bons machins. Et puis après, effectivement, tu peux dire le storytelling. Regardez, c'est grâce aux femmes qui ont fait l'évolution à la WWE qu'on a ce pay-per-view. T'as une convergence telle de bons points. C'est vrai. T'as tellement de bonnes convergences qu'effectivement c'était le cas. Mais après, une fois qu'en Arabie Saoudite t'avais les femmes, ils l'ont dégagé le pay-per-view. Plus qu'un intérêt. Il y a un truc qui, moi, qui m'a rendu fou, ça a été le main event. Le main event, concrètement, hein, le main event, c'est une meuf. C'est un combat, le championnat d'une des branches principales d'Euro. Ouais. C'était une meuf qui a rien à voir avec la WWE. Oui. Qui a affronté la diva la plus populaire de son temps parce qu'elle avait des gros nichons et qu'elle sortait avec John Cena. Par contre, message. Par contre, je vais te répondre tout de suite, Messiah. Enfin, oui, je vais te répondre. Je pense que la raison pour laquelle ils ont mis ce match en main event, après c'est raison économique, raison de business. Hein. Ronda Rousey et Nikki Bella, c'était les plus grosses têtes d'affiche à l'époque. Rousey pour son background de MMA et Nikki Bella pour la télé-réalité. Bon, après c'est des raisons hors catch, donc voilà. Regarde la gueule du match. Les fans, ils ont 10 fois fait plus de bruit. Déjà, ils ont fait plus de bruit rien que pour le putain de Natalia Banks Bailey contre la Squad, je suis sûr. Mais le main event du match de la soirée, c'était quoi? C'était le tout premier Last Woman Standing. On appelle ça l'histoire, hein, MDR, entre Charlotte Flair et Becky Lynch pour le titre de SmackDown. Donc oui, d'accord, je veux bien que ça fasse l'affiche et tout, mais putain, le message que moi j'ai reçu en voyant Evolution, parce que j'ai regardé en direct, hein, bien sûr, c'était le main event du show. Alors certes, c'est Money, si tu veux, mais en attendant, ça reste une meuf qui a fait ses armes à l'UFC contre une quoi de diva sa mère. Non, mais alors, ouais, c'est un sentiment qui peut se comprendre. Parce que c'est un pay-per-view, là, j'ai rouvert ma fiche, j'avais quelques problèmes, tu vois, pour m'en souvenir un peu, parce que je me souvenais plus dans quel ordre était les matchs, mais c'est un pay-per-view avec 8 matchs, avec tous les titres féminins qui sont en jeu. Donc du coup, c'est simple, il va falloir que tu aies ton plus beau match en tête, avec ton titre le plus prestigieux. Tes 3 titres les plus prestigieux, c'est NXT, SmackDown et Raw. Tu vas les mettre dans quel ordre? Parce que si tu mets... il n'a pas été annulé, hein. Il a déjà été fait. Il n'y a pas eu de temps. Il y a des parties kick-off de Rhea Ripley contre Dakota Kai pour le titre NXT. Putain, Dakota Kai... NXT Kingdom. NXT UK, hein. UK, hein. Parce que le vrai NXT, non.
Oui, NXT UK Women's Championship. Oui, mais moi je te parle du vrai NXT, pas de la branche OMG pour le développement. Non, non, je te dis, Oui, Baszler et vraiment, Kairi, voilà. c'est 3 majeurs, c'est NXT, c'est SmackDown et c'est Raw. Déjà, tu peux pas mettre NXT dans le main event, parce que c'est une branche de développement. Depuis quand tu vas mettre ta branche de développement devant les deux autres, tu vois? Et ensuite, bah du coup, ça te signifie que c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas mettre entre Becky Lynch et Charlotte Flair, ou de l'autre côté, Rousset et Nikki Bella. Parce qu'avant, t'avais Nikki Bella comme champion. Non, franchement. Donc j'aurais inversé, hein, mais j'ai la c'est pas carte évident. devant les yeux. Déjà, il y a 3 matchs de championnat. Déjà, les 3 matchs de championnat se sont suivis. Bon, déjà, niveau repos, concrètement, t'es en mode, c'est du niveau NXT, stop. On est en train de suffoquer, là. Déjà, au lieu de me foutre Lita Trish Stratus contre James et Fox, ça aurait dû être Alexa Bliss. Déjà, on aurait mis Baszler, Kairi Sane en opener. Déjà, bon, après, c'est. Bah, le public aurait dit c'est qui? Donc autant commencer avec les légendes. Honnêtement, oui, à la limite, tu mets le match. Mais après, comme je t'ai dit, le problème. Et ensuite, il faut mettre des repos. Parce que tu peux pas enchaîner les 3 matchs de championnat en même temps. C'est complètement con. Puis bon, après, bon, ça c'est mon avis, après, forcément. Mais déjà, le match, je regarde là, putain. Becky Lynch, Charlotte Flair, il a duré 28 minutes 40. Putain, Ronda Rousey, Nikki Bella, 14-15. Pas mal. Après, le truc, c'est que tu as. Comme je dis, c'est comme un peu Night of Champions, tu vois. Le problème, c'est que tu joues quasiment tous tes matchs sont méga importants. C'est aussi le problème que j'ai des fois avec, comme il s'appelle, avec le Royal Rumble ou Money in the Bank. Hein. C'est-à-dire que tu as tes 2 matchs spéciaux qui sont les plus importants, et puis après, on te met tous les autres matchs de titre. Donc, Oui, pas un match clairement particulier, des tu vois. matchs qui doivent se finir sur des storylines, je sais pas. Il n'y a pas un match pour souffler, quoi. Dans un last man standing, par exemple. C'est clairement le genre de pay-per-view où tu peux pas mettre, où c'est difficile de mettre des storylines, ou alors tu les mets sur les côtés, ou tu les mets en pré-show. Ou si tu as la chance d'avoir une ceinture, tu les mets dans un match à ceinture, mais en règle générale, c'est difficile. Hein. Après, en soi, le PPV, il était ok. Bon, Lita Trish Stratus, Mickey James, Alexa Bliss, Alicia Fox, bon, c'était juste pour la nostalgie, pourquoi pas. Le Women's Battle Royale, les Battle Royale, ça a jamais été très fou, surtout avec des femmes. Tony Storm contre Yoshira, ils auraient dû durer plus longtemps parce que le match était vraiment sympa. Banks, Bailey, Natalia contre Riot Squad, on battait les couilles, mais pour les fans, ça devait être bien. Baszler, Sane, tout le monde s'en battait les couilles malheureusement. Lynch Flair, il était incroyable. Par contre, putain, Ronda Rousey, Nikki Bella, déjà le main event, j'ai envie de leur dire un peu de temps enculé. Et ensuite. Moi j'ai bien aimé le match perso. Moi, pour les têtes d'affiche, j'aurais franchement inversé les 2 derniers matchs. Mais après, voilà, tu fais un choix comme l'un, comme l'autre. Mais à mon avis, honnêtement, c'est juste parce que. Mais après, voilà, non, c'est pas ça. C'est aussi, regarde l'affiche. Ronda Rousey contre Nikki Bella. Dans quel univers tu penses que Nikki Bella va gagner, premièrement? Donc, ensuite, quand tu as ça en tête, non, mais même contre Ronda Rousey, the baddest woman on the planet. Et donc en fait, Ronda a gagné un titre en 2018, tu te dis. Le fait de te mettre ce match-là, en fait, tu sais que tu vas avoir des gens qui vont quitter le match avant de voir la fin et qui vont juste regarder le résultat sur Twitter. Donc, si les gens doivent quitter avant la fin, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils quittent à ton 7ème match sur 8 ou à ton 8ème match sur 8? Moi, je préfère qu'ils quittent avant 8. Alors, c'est un aveu de faiblesse, hein. Soyons bien d'accord, de penser comme ça. La finalité de ce qu'on ressent à la fin du show, je dois être probablement un des rares technos à penser ça. Hein. Pour moi, vraiment, le message que ça voit, c'est une meuf de l'UFC et une grognasse à gros nichon, c'est plus important que 2 femmes. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai ressenti à la fin des Louis. Je me suis dit, putain, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Heureusement, putain, qu'il y avait Lynch et Flair qui nous ont fait des performances de l'année. Peut-être même la performance de 2018, bon, pour les femmes, sans discuter, peut-être la performance de 2018. Sans compter NXT. NXT. Ouais, après, faut voir les choses du bon NXT côté. 2018, c'était dingue. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le truc que je voulais dire sur Evolution. La fin, le dernier match, la résolution. Non, on va a gagné, mais
j'étais en mode, putain, pour moi, c'est un molar dans la gueule des femmes et des fans. C'est en mode, regarde ton main event. C'est une meuf qui a rien à voir avec le catch et une meuf qui a sa télé-réalité. Voilà. Pas forcément, hein. Après, il faut voir les choses du bon côté, mais bon, on va passer. Parmi les trucs, il y a quoi d'autre? Ah oui, on va parler rapidement de Daniel Bryan également, hein, parce que le type, Bon, bon, ça va être vite, ça. voilà, ça va être rapide, parce que là, c'est le mec de base sur lequel on n'aurait pas misé pour aller, du moins pour aller aussi loin. Moi, j'avais Bah, confiance qu'il allait réussir d'une manière ou d'une autre, même dès que je l'ai vu la première fois et son match contre Jericho. Mais il imaginait être champion du monde, être aussi over, j'imaginais pas, et surtout grâce au Yes, c'est le Yes Movement qu'il a vraiment lancé, quoi. Alors, Bah, honnêtement, est-ce que, moi je pose la question, hein, est-ce que Daniel Bryan a été, je vais pas dire la révélation, parce qu'il y avait pas mal de gens qui connaissaient Daniel Bryan via Impact et Ring of Honor. Ouais, ceux qui regardaient autre chose que WWE, quoi, les non-mainstream, Voilà. voilà. Mais honnêtement, est-ce que c'est, parce que beaucoup disent que c'est la réussite des années 2010, est-ce que ça l'est vraiment? Parce que pour moi, Daniel Bryan était vraiment très bon. Ouais, je dirais pas ça spécialement, Voilà. mais oui. Il était très bon. Le Yes Movement, est-ce que c'est pas justement les fans? Est-ce que finalement, putain, on dirait la conclusion, putain, est-ce que finalement, la réussite, toutes les réussites qu'on a eues dans les années 2010 et même de partout, est-ce que finalement, c'est pas les fans, la vraie réussite? Alors non, parce que je pense que dans cette génération-là, ils ont été moins écoutés que la précédente. Très clairement, il fallait vraiment que les gars viennent tous les jours et harcèlent le management avec leur Yes Movement pour donner une chance à Daniel Bryan. La preuve, c'est que Miro, qui a eu le même soutien de la part des fans, n'a pas eu son push. Ben, Rousseff, je dirais pas spécialement ça, mais je vois l'idée, oui. Donc pour moi, je dirais pas ça. Et après, Daniel Bryan, j'aurais tendance à te dire, dans un monde où Dean Ambrose n'existait pas, que c'était lui la réussite des années 2000. Parce que Dean Ambrose, c'est pas, on va dire, la réussite de la WWE, parce que tu devais en avoir une seule. Ouais, c'est peut-être la préparation de Roman Reigns et encore, mais pour moi, ce serait plus Dean Ambrose parce que effectivement, il est allé plus loin, comme Daniel Bryan, il est allé plus loin que ce qu'on l'attendait lui. Quand tu penses que Vince McMahon le trouvait fainéant, enfin le mec, enfin, faut être complètement stupide pour penser ça, et il s'est juste retrouvé à être l'épine dorsale en fait du concurrent de la WWE. Oui, effectivement. Donc pour moi, clairement, si je devais dire une réussite, alors pour le coup, la WWE, mais peut-être pas à son avantage, j'aurais tendance à dire Dean Ambrose. Ouais, ça s'entend, ça s'entend. Mais après, le Yes Movement, honnêtement, ouais, on va pas se mentir. Ouais, Non, c'était quelque chose. ouais, le Yes Movement, ça part quand même d'un truc banal qui a littéralement explosé. En plus, ça a percé au moment où Bryan n'avait même plus cette gimmick, en fait. Donc pour moi, qui l'ont fait revenir. ouais, Voilà, c'est les fans qui ont poussé la chose et qui ont suivi. Le nombre de fois où la WWE après a fait regardez les fans vont faire un fuck, c'est rigolo parce que Faut pour dire, moi, ouais. Bryan, bon, il y a eu la team Hello déjà avec Kane. Déjà ça, banger, voilà. Et ensuite, il y a eu quand Bryan s'est fait embrigader par la Wyatt Family. Je sais plus si c'est à ce moment-là que le Yes Movement est revenu. Ouais, c'était à ce moment-là. Oui. Ah voilà, mais son match en cage, ou son Innocent, je sais plus ce que c'était, contre Wyatt, et tu vois les fans à l'unisson, tous les fans qui étaient en train de faire le Yes Movement, et à partir de là, t'allais tout droit à WrestleMania. Bah oui, clairement. Apparemment, j'ai vu des rumeurs comme quoi ça aurait été Punk à la place de Bryan. Honnêtement, merci Punk d'avoir merdé, entre guillemets. Je pense honnêtement que. On n'a rien vu, mais ça y est, on n'a rien vu. je veux dire, le Yes Movement, c'est la preuve. Après, je pense qu'il y en a eu d'autres après. Coffee Mania, par exemple. C'est la même chose que le Yes Movement, d'ailleurs, je trouve. Le Yes Movement, c'est la preuve. Non, c'est pas la même chose. Ça y ressemble.
Non, Mais- non, parce que c'est pour le coup, le Coffee Mania c'est ingénieré par la WWE. Celui qui doit avoir le push, c'était normalement C'était Mustafa. C'était Mustafa Ali. Et quand Ali s'est blessé, ils se sont dit bah écoute, qui c'est qu'on va prendre? Et là c'est l'un des bons trucs en écriture. Ouais. C'est dire bah ouais, c'est lui, ça fait des années qu'il fait le pitre, notamment dans les Rumble, ça fait des années qu'il donne et tout. Allez, on va lui donner le titre. Après, Mais pour voilà, le coup, pour moi ça part du haut. Brian- Sur un problème de Ali, mais ça part Brian du haut. avait remplacé des plans de Punk. Alors, c'était pas la même circonstance, hein. Mais quand Ouais, mais on ce que prend je veux les dire, c'est que très loin, Brian, ça vient des fans. C'est une volonté du peuple. ouais, c'est Bah ça. oui. Surtout quand tu vois le segment. Le peuple en voulait une fois que ça lui a été présenté, mais ça vient du haut. Après, quand tu vois le segment qui est censé présenter l'unification des deux ceintures mondiales et qui a tous les champions du monde autour du ring, tu vois juste les fans qui chantent yes à l'unisson, c'est véridique. Marc Henry qui soulève Mais, le mais- bras mais- de- mais- 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 mais tu te souviens de ce segment quand t'avais. Alors, c'était un autre segment, mais c'était avec Randy Orton, il était champion à ce moment-là, il était en mode oui, c'est moi le plus grand champion et tout. Donc, t'as d'autres champions sur le ring, et t'as John Cena et Daniel Bryan, et t'as John Cena qui a le micro qui dit excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et t'as bonjour, je suis Daniel Bryan, je fais du catch. Et t'as Cena qui reprend, qui dit excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez des parents ou de la famille qui étaient dans ce business avant de le commencer? Il continue comme ça. Et là, effectivement, tu vois que c'est fan favorite et tu vois qu'il a été écrit. Pour en parler, 2013, SummerSlam, le main event, le match de zinzin entre Cena et Bryan. Bryan. Moi, j'y croyais pas, il a perso. battu Cena. Vraiment, Moi, j'ai sauté de mon siège quand je l'ai appris. Moi, je il ne croyait pas. Il se disait, putain, quelqu'un a battu Cena et c'est pas Orton, Triple H ou Lesnar. C'est Daniel fucking Bryan. Après, moi, moi, ce que je préfère, ça reste quand même le match de Daniel Bryan contre Randy Orton. Hein, avec. Non. Quoi, là où il catch avec un bras, là? Contre Sheamus. Ah, Accompagné par AJ Lee. C'est moi. Ah, le. Quoi, le WrestleMania ou Extreme Rules? Celui-là était énorme. Non, mais sérieusement. pour moi. Excuse me, the fuck. En fait, pour moi, c'est ça, c'est que t'as le droit à tous les. Moi, ce sera ma conclusion, hein, si on doit s'arrêter là. Pour moi, t'as le droit à toutes les idées et à tous les bookings. Le problème, c'est toujours l'exécution. C'est ça. Et la décennie 2010 pour la WWE, son problème, c'est son exécution. Ils avaient des stars, ils avaient du matériau, mais ils ont toujours majoritairement tout mal exécuté. Il y a des trucs qui sont bien faits, mine de rien, et ça c'est toujours mal exécuté. Et ce que j'ai envie de dire en toute dernière conclusion, c'est que je pense que la prochaine décennie, ce sera mieux exécuté, que ce soit pour la WWE ou pour AEW. Alors, moi, honnêtement, si je devais conclure, c'est que la décennie 2010, donc de 2017 2019, voire même 2020, si tu veux, c'était pas une mauvaise décennie. Et quand je vois des gens comparer avec, je sais pas, les années 2000 ou les années 90, j'ai envie de faire mon petit con et de lâcher un hockey boomer, va t'en enculer. Va t'en enculer sans trop, juste hockey boom. Quand même. Poli, hein, voilà. Sinon, il y a papa Albé qui va me taper dessus. Plutôt papy. Mais j'ai envie de dire, honnêtement, je vais dire, putain, les gars, posez-vous 2 secondes et regardez ce qu'on a eu pendant cette décennie. On en a parlé. Même si on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a eu AJ Styles à WWE, Shinsuke Nakamura à WWE. Ah oui, aussi, on pouvait les compter là, comme réussite. 2010 à 2020, bon, déjà il y a eu NXT, hein, voilà, mais justement, en NXT et même beaucoup d'autres trucs, permis déjà de créer des connexions entre le WWE et les ligues indépendantes et les compagnies concurrentes, hein, NJPW, parce que bon, Styles, Nakamura, ils viennent surtout de là-bas. Après Styles, bon, il y a eu Impact, tout ça, mais Bullet Club, tout ça, le groupe de Chaos aussi avec Nakamura. Bon, mais en soi, 2010, les années 2010, je pense honnêtement que ça a été peut-être je sais pas comment on dit, les piliers, par des piliers de W par exemple. Pour moi, les années 2010, c'est le premier, voire les derniers, ça dépend la vision de chacun, des piliers de l'avenir du catch. C'est-à-dire que grâce à ces années-là, grâce à ce qui a été fait là-bas, le Yes Movement, la Coffee Mania, des légendes, littéralement, comme Nakamura, des matchs de fous furieux au niveau des affiches ou du marketing, comme Cena Rock ou End of an Era, Triple H Undertaker,
Shawn Michaels, voilà, retraite de Shawn Michaels aussi, il faut en parler de ça. Même si ça n'a pas été exactement ça, mais bref. Les années 2010, c'est le pilier qui va rendre les années 2020, 2030 et 2040 intéressants ou non. Dans les années suivantes, je pense honnêtement, on pourra revenir et dire voilà, en 2010 il y a eu ça, et ça a créé en gros, oui, voilà, je me projette dans le futur, hein, mais en 2040 par exemple, on pourra revenir en 2010 et dire si on a ça, c'est grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, des années 2010. C'est très philosophique, c'est très... Ah oui, mais ça, je m'y attendais pas de ta part. Hein. C'est une belle conclusion et très sophisme, mais... Et j'ai déjà noté des munitions pour te détruire quand on parlera de la meilleure décennie du catch. Et ben, je vais pas tarder à aller chercher des capotes. Mais bon, je contacte la mère de Lilian. mais bon, ça, c'est pas à l'ordre du jour. Du coup, je rejoins parfaitement ce que vous dites sur ces belles conclusions. C'est vrai que 2010, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mauvais trucs, mais il y a aussi eu des très bonnes choses qui ont été mémorables à travers les matchs, les moments de communion avec les fans, la Women's Revolution. Même, je pense que c'est même à partir de là qu'il y a eu la démocratisation du circuit indie entre griffes, c'est-à-dire l'émergence des compagnies hors WWE, des découvertes, tout ça. Et voilà. Et c'est vraiment précurseur de ce qui va arriver plus tard. Mais au moins, on saura que 2010, on est parti de là à ces moments. Sur ce, c'est là que nous allons arrêter ce podcast. Je vous remercie, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés. Et je vous invite à liker, commenter si vous avez d'autres exemples de réussite des années 2010 qui n'ont pas été mentionnés. Et partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!